profiterons de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire congolais pour faire revivre le sport. Même si les stades sont fermés, nos réflexions, nos bouches ne seront pas pour autant fermées pour parler sport. Et ce soir, dans ces journaux des sports Grand Débat, nous allons aborder un titre, aborder un thème, l'arbitrage en République démocratique du Congo, qui semble être considéré comme un mal permanent. Et dans cette émission, je reçois Jean-Didier Mukendi. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Valdo Simon Yamba qui est présent avec nous. Salut Valdo. Salut Dixon et salut à tous les téléspectateurs. Charles Massoudi. Oui, salut à vous et salut à tous ceux qui nous suivent à partir de chez eux. Le journal de sport Grand Débat commence avec ceci. Pour parler de l'arbitrage en République démocratique du Congo, vous le savez, l'homme en noir ou les hommes en noir ont toujours été à la base de beaucoup de discussions. Ils ont toujours défrayé la chronique. Bien de fois, on les accuse d'être corrompus. Par moments, d'autres disent qu'ils n'ont pas été très bien formés. Aujourd'hui, nous allons essayer en 30 minutes de parler de ce rôle assez difficile. Et c'est mal, parce que beaucoup de gens considèrent l'arbitrage au niveau mondial, même au niveau congolais, comme un fléau. Nous allons les traiter sous forme de mal qui demeure assez permanent, qui fait du mal à notre sport, à notre football. Nous allons essayer de décortiquer un peu l'arbitrage en République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, nous allons repartir du côté de la régie pour suivre un arbitre gabonais qui s'appelle Otogo. Il parle de sa carrière, il parle de ce qu'il est. Tout seul et face à son destin, Eric Castan Otogo force sa culture de la gagne. Présent dans la shortlist des 10 meilleurs sifflets du continent africain, l'arbitre gabonais doit batailler fort pour faire partie du quator ou du quintet des arbitres devant représenter l'Afrique lors du mondial. Ici, à l'annexe du stade de l'Amitié, le sifflet gabonais se retrouve pour sa séance quotidienne. Une séance qui varie selon qu'Eric se fixe son propre quota de training à atteindre. Faites de plots et des figures tous azimuts, Eric Otogo, qui est suivi régulièrement par la FIFA, se doit de répondre aux exigences du haut niveau. La FIFA est très exigeante au niveau de la préparation des arbitres. La FIFA exige que les arbitres aient un encadreur assermenté qui nous suive pour les préparer pour la Coupe du Monde. Elle exige qu'on ait un physio ou un kinésithérapeute. Parce qu'il peut arriver de temps en temps, en les entraînements, il faut des massages. Avant, ça coûte cher. Pour moi, c'est encore à mes frais. Il faut des massages. Il nous faut au moins 2 ou 3 massages par semaine. Il faut aussi un médecin. Il faut avoir des problèmes cardiaques, tout ça. Il faut le faire. Pour le moment, encore, je me débrouille avec l'aide parfois de monsieur le docteur, que j'allais le passage, le docteur Misso et le docteur Nsier, qui est en temps m'aide, hein, parfois à crédit. Parfois, à crédit m'aide pour certains soins physio, tout ça là, ou certains examens cardio. Vraiment, que Dieu les bénisse. Conditions certes difficiles, mais pas insurmontables pour ce combattant qui, par sa foi, se fortifie au gré des situations vécues. L'Éternel est mon soutien. Sans Dieu, je ne serais rien. C'est lui qui me soutient. Il est mon pilier. Il est ma forteresse. Comme on dit dans les évangiles, c'est lui qui demeure sous la pluie représentant le Tout-Puissant. Soudés, unis par les liens sacrés, Eric Otogo, dans l'exercice de son métier d'arbitre, se souvient des peines et des joies que lui procure cet exercice, ô combien délicat. Mes collègues ailleurs, et peut-être ils ont plus de moyens que moi en termes de soutien. Donc c'est ça, si je ne suis pas, je vais tomber. Si je ne m'entraîne pas aussi, tous les jours, il faut un encadreur avec moi qui m'aide. Parce que vous voyez, quand vous êtes seul un moment, vous pouvez arrêter, ou dire bon, personne ne vous surveille. Or, quand quelqu'un est avec vous, même si vous pouvez fléchir, mais le fait d'avoir quelqu'un qui vous encadre, il vous stimule, il vous booste à vous surpasser. Dans cette carrière fulgurante qui jalonne son quotidien, Eric Otogo garde en lui quelques souvenirs sombres. Il y a aussi des images sombres. Bon, par exemple, en Guinée équatoriale, les événements qui ont eu lieu après la demi-finale, c'était pendant la demi-finale Ghana-Guinée équatoriale. Et puis aussi l'agression dont j'ai subi cette année
au mois d'avril au Maroc par les Soudanais. Dommage qu'ils m'ont agressé sur des questions que la CAF a jugées correctes. J'avais raison, j'ai cité des actions claires. Mais pour les gens d'El-Merek, pour ne pas les citer, je lui ai expliqué que non, il ne fallait pas que je fasse ça. Et j'ai été agressé. À l'époque, j'ai fait un rapport à la CAF. La CAF les a sanctionnés. Mais moi, j'ai fait vraiment mon travail. C'est un peu, pour moi, ils ont été plus mal le football africain. C'est quand on fait des erreurs sur le terrain, l'arbitre se doit de les sanctionner. Voilà, c'était Eric Otogo Castanet, un arbitre gabonais. Il est parmi les 10 meilleurs sifflets en Afrique. Mais si je peux vous dire qu'il est dans le top 10 africain, mais en même temps, il est contesté. Et en République démocratique du Congo, il a une histoire. Tout simplement parce que c'était lui l'arbitre cette saison du match Espérance de Tunis V-Club. Et vous vous souvenez encore de ces matchs allés, V-Club était en train de partir en contre-attaque. Et c'est à ce moment-là qu'il avait choisi d'arrêter les matchs. Et malheureusement, pour lui, les Congolais n'avaient pas retenu son nom, mais il est là, il est parmi les meilleurs en Afrique. Valdo Simoyamba, ce n'est pas une manière de dire qu'on peut être meilleur sifflé, mais être contesté en même temps. C'est ça la réalité de l'arbitre. Mais qui conteste, qui vous désigne meilleur? C'est les instances, c'est la CAF qui vous désigne. Qui vous dit que la contestation vient de qui? C'est des supporters, des clubs qui n'ont rien à voir avec votre désignation. Certes, les arbitres sont cotés au quotidien. L'arbitrage aujourd'hui est devenu pratiquement une science, je peux le dire, où le contrôle est très permanent, à la fois sur l'état physique, à la fois sur les règles, à la fois sur la concurrence aussi. Parce que vous le savez, hein, et on sait que dans chaque match, même ici au Congo, il y a des inspecteurs pour arbitre. Ah ben oui, hein, ils sont cotés. On peut être médiocre, mais médiocre, dans votre médiocrité, vous êtes mieux classé que d'autres médiocres. Donc, c'est vous qu'on va retenir. On pourrait dire que tu joues bien avec les mots. Mais c'est ça. Charles Massoudi, est-ce qu'on a cette image-là, même ici, en République démocratique du Congo, puisque le sujet nous ramène vraiment chez nous, l'arbitrage est un mal assez permanent, mais on a des arbitres que la Ligue et la Fédération vous diront d'eux qui sont bien formés, parce que nous avons des grands instructeurs ici, au niveau de la FECOFA, et qui sont au niveau continental, ils sont bien formés, mais qui font des mauvais matchs. Oui, moi je pense que le problème n'est pas au niveau de la formation. La formation, elle est là. Ils sont réellement bien formés, comme on le souligne. Mais le problème, je le vois moi au niveau de l'ambition. Est-ce qu'ils ont l'ambition d'aller loin? Et puis pour avoir aussi l'ambition, il faut voir aussi le social. Comment cet arbitre vit pour espérer demain aller très loin. Le plus souvent, les choses s'abîment à ce niveau-là. Quand quelqu'un, par exemple, c'est que la prime du match s'évalue, c'est un exemple, à $50 et qu'il y a un club qui vient lui proposer $1000. Vous voyez un peu à quelle étape psychologique se trouvera cet arbitre-là, et une fois qu'il aura cédé, et peut-être vous verrez que moi je me dis que les causes sont multiples, et en même temps les arbitres eux-mêmes qui ne comprennent pas que c'est leur carrière, il faut gérer. Et aujourd'hui, on peut vous tenter avec 1000 francs, ça peut faire en sorte que vous puissiez manquer les 100 000 du lendemain si vous vous maîtrisez. Mais après, ce sont aussi les clubs qui se lamentent, qui sont à la base aussi de certaines tentations, parce que ce sont eux qui vont vers les arbitres. Si ce n'est pas vous, le club A qui n'est pas allé aujourd'hui, mais le lendemain, ce sera le club B qui va aller. Et puis, si vous n'êtes pas allé aujourd'hui, vous vous lamentez, mais alors que vous y avez été hier. Donc, les arbitres, la formation, oui, ils sont formés, mais seulement la plupart d'entre eux ne comprennent pas qu'on n'est pas arbitre, rien que pour s'arrêter dans le championnat congolais. Si on fait bien son travail, on peut aller très loin. L'exemple, on vient de l'avoir là. C'est vrai que vous avez souligné, il n'a pas été gentil pour le match de V-Club, mais après, il a été quand même coté positivement par l'instance dirigeante du football africain. Voilà comme ça, comment les journalistes se sont intéressés à lui, et aujourd'hui nous avons ce joli portrait. Voilà, donc c'est parce qu'on a compris quand même il faisait un travail qui faisait en sorte qu'il puisse sortir du lot, malgré le fait que c'est tout le monde, ou presque, qui se lamente du mauvais arbitrage. Jean-Didier Mukendi, Valdo Simoyamba, Charles Massoudi sont presque d'accord que le système de formation en République démocratique du Congo est assez bon, et surtout qu'il y a beaucoup d'instructeurs CAF qui viennent de la République démocratique du Congo. Si tu partages cet avis?
Bon, j'étais tenté tout à l'heure de vous poser une question. Quels sont ces instructeurs? Parce que vous avez parlé qu'on a... Il y a M. Dawili, il y a Geneviève, il y a pas mal d'instructeurs aujourd'hui qui quittent le Congo pour aller enseigner quand même. Mais il y en a d'autres également. Il y en a d'autres aujourd'hui. D'ailleurs pour Voilà. le Congo. Bon, je crois que... C'est dur d'avoir une émission de journaliste. Il voulait me poser une question. Mais Justement, bon, on y va. je ne partage pas cet avis-là. On a les instructeurs, certes, nombreux, mais qui malheureusement ne sont pas pris à leur juste valeur au niveau de l'instance fêtière du football. Vous parlez de Dawili, je peux parler de Moussoungaï, Ouais. je peux parler de Geneviève Lukosa, comme vous l'avez dit encore, Moïse Miboti, Coco Joël Oumba. Ils sont très nombreux. Mais quelle est leur valeur au niveau de l'instance fêtière? Alors, pour revenir d'abord à ce que... Ça, c'est un autre débat. Hein. Justement, voilà. c'est un autre débat. Pour revenir à ce que disait Valdo tantôt autour de, au Togo, l'arbitre gabonais, pour dire qu'il peut être médiocre, mais mieux coté par l'instance qu'il a désignée, ou la commission qu'il a désignée. Je crois que dans toute œuvre humaine, il y a aussi une partie du sentiment. Mais là où les bas blessent, c'est quand le sentiment prend la place de l'objectivité. Aujourd'hui, cet arbitre, moi je dirais, parce que vous avez parlé tantôt en disant qu'il fait partie des 10 meilleurs sifflets africains. Moi je dis sincèrement que si je dois coter monsieur au Togo, il sera parmi, il ne fera pas partie des 50 meilleurs arbitres sur le continent. C'est ce que justement Valdo Simon est en train de relever. Oui. L'instance qui le choisit donne une autre cotation par rapport aux journalistes que nous sommes. Non seulement mais il ne faut pas oublier, il y a un fait, c'est pourquoi j'ai parlé de sentiments tantôt, c'est comme chez nous. Comme tout reviendra en République démocratique du Congo, je dis c'est comme chez nous. Nous avons une commission. À l'époque, je me souviens, par exemple, au niveau du championnat national, paix à son âme, il y avait M. Chamala, oui, qui était là pour désigner les arbitres. Mais on connaît aussi, ça c'était en amont, en aval, on connaissait les sales boulots qu'il faisait. Il ne faut pas se voiler des faces. Vous savez, aujourd'hui, je peux désigner Yala. Vas-y, monsieur, allez-y présenter telle émission. Mais je sais pourquoi je vous ai désigné. Si vous ne répondez pas à mes attentes personnelles, peu importe vos qualités, je vous déclasse. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous connaissons ces problèmes-là. La formation, Charles l'a dit. Je voudrais vraiment préciser les choses, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Il y a des arbitres aujourd'hui qui, même au niveau africain, qui sont reconnus, même au niveau du public, même de nos instances, qui sont reconnus par leur qualité, leur savoir-faire, mais qui n'officient presque jamais. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que Charles a dit en évoquant les sociales. Je donne l'exemple de Clément Turpin, l'arbitre français. Il a eu à diriger des classiques ou des classicos entre l'Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain. C'est un arbitre qui est très bien coté sur le plan international. Quand il officie les matchs de la Ligue des Champions ou encore de l'Europa League, il est bon. Mais localement, il n'est pas bon. Localement, chaque fois qu'il siffle un match, il y a toujours des petits problèmes. Soit entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, il y a toujours des problèmes. Mais il y a l'arbitre Hernandez, l'Espagnol, qui a sifflé beaucoup de classicos entre les Real et le FC Barcelone. Généralement, ça pose problème. C'est pour dire quelque part que si on doit évoquer les sociales, c'est bien beau. Mais il ne faut pas oublier, les sociales peuvent venir après. Il y a des arbitres qui, en dépit de maudites sommes qu'ils reçoivent, mais font très bien leur boulot. Si on doit... J'aimerais qu'on fasse cette approche comparative avec les arbitres à l'étranger. Je suis vraiment désolé de le dire, parce que socialement parlant, ces arbitres-là, ils vivent autre chose. Même au niveau de leur gestion, même au niveau de leur vie au quotidien. Par contre, ici, chez nous, c'est une autre réalité. Non, Valdo, ce que je suis en train de dire, c'est une manière de contredire aussi... Charles. Parce que Charles voudrait trouver une excuse en disant que c'est dès lors que le social des arbitres n'est pas bon, ils sont exposés. Ouais. Or, ça peut être aussi une raison. Ça peut, mais ce n'est pas une excuse pour dire que non, l'arbitre a mal officié, il a fait ceci parce qu'il est rémunéré à hauteur de $100 et qu'à gauche, on lui a proposé $2 000, $3 000. Ce n'est pas vous serez d'accord avec moi que la corruption dont sont objets les arbitres de la RDC, ça ne pèse pas financièrement. Il n'y a pas mieux corrupteurs ici au Congo en matière de football. Ils sont plus de corrupteurs sous d'autres cieux, on va le dire comme ça. Même les arbitres qui vont dans des cannes,
les CHAN et consorts, c'est de l'argent qui circule entre nous, soit dit. Mais ça ne se raconte pas, comme on le dit. Ces arbitres-là ne sont pas sains, en fait. Tous ne sont pas sains. Même celui qui est classé le mieux, le top des arbitres africains, il n'est pas sain. On le sait. La corruption, ça gangrène. Vous savez qu'il y a des réalités où vous êtes obligé d'approcher l'arbitre. RDC approche de l'arbitre. Les Gabon aussi, c'est l'adversaire de l'RDC, il doit approcher l'arbitre. Parce que si vous ne venez pas, l'adversaire viendra et vous risquez d'en pâtir. Donc, les arbitres sont aussi objets des réalités telles qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, aller voir monsieur l'arbitre parce que c'est comment est-ce que les choses fonctionnent. C'est un métier très compliqué, très complexe, voilà, au-delà de la formation. La réalisation me propose cette image. Est-ce que nous pouvons resuivre, vraiment revenir sur cette image? Nous l'avons choisi comme un cas modèle. Ces matchs, c'est Renaissance V Club de la saison dernière. Et sur cette action... Il y a but. Sur cette action, on va vraiment suivre. Voilà. Là, je vais m'intéresser à cette action. Merci beaucoup, Nebs. Nous allons discuter sur... c'est vrai, on a parlé de rémunération. Nous n'avons que 30 minutes pour ces thèmes. Mais là, Jean-Didier Moukendi, laisse-moi introduire. C'est que, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tout simplement l'arbitre est humain? Ça, c'est la première des choses. Et c'est dire aussi qu'au Congo, il nous faudra une technologie comme la VAR, comme le Goal Line Technology, pour quand même aider les arbitres à bien faire leur travail. Bon, c'est une option. En partant de ces cas du match de Renaissance V Club. C'est une option. Mais là, clairement, sur cette image... Ton avis d'abord sur cette image? Je crois que... Nebs, on peut revenir? Oui. Oui, sur cette image-là, ce n'est ni un problème du social, ni un problème des VAR. Moins encore celui de la VAR. C'est tout simplement un problème de médiocrité. Non, on revient sur lui, s'il vous plaît. Justement, pourquoi j'évoque ça? Parce que c'est clair et net. Oui, voilà, c'est clair et net. On revient sur nous, merci. Oui, Dixon, l'image là est claire et nette. Ouais. Valdo l'a dit à demi-mot tout à l'heure. Il faut appeler les chats par son nom. Parfois, nos arbitres se rendent la tâche difficile. Parce que j'ai des relations avec Dixon, j'ai des relations avec Charles Massoudi. Le jour que je serai devant un cas de Dixon Yala, je vais essayer de récupérer cette dette morale que j'ai vis-à-vis de Yala. C'est trompé et humain, dit-on, mais il y a des choses qui, quand elles arrivent, vous constatez vous-même que ça, ce n'est plus une erreur d'appréciation, mais c'est tout simplement une médiocrité qui est ancrée dans la vie. Donc, il y a des erreurs d'appréciation qui existent, mais sur ces cas précis, le mot utilisé... Bon, s'il faut renchérir, en parlant de cette erreur d'appréciation, l'Angleterre est champion du monde, 66. Le but de la finale 66. Voilà. C'était une erreur aussi. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a prouvé que le ballon n'a jamais franchi la ligne. Là, mais à cette époque-là, oui. L'arbitrage, même la VAR, si la VAR a été créée, je me souviens, c'est... Il y a eu le même cas, la Coupe du Monde 2010, en Afrique du il y avait un match entre l'Angleterre et l'Ukraine. Voilà. Justement, il y a eu un but qui avait franchi, les ballons avaient franchi la ligne des buts, justement, des Anglais. Encore. Mais, justement, mais cette fois-là qui n'a pas été validée par l'arbitre. Et ils ont précipité la création ou le recours à la VAR. Mais là n'est pas le problème. Le plus grand problème, c'est que, c'est vrai, il y a parfois des décisions, là je vous parle en tant qu'arbitre, parce que j'ai été formé par Vieux 12, paix à son âme aussi. Il y a des choses, on s'est dit, l'arbitre prend la décision en une frange de seconde. C'est un peu différent des supporters parfois ou des téléspectateurs qui peuvent recourir au ralenti. Mais l'arbitre, c'est en une frange de seconde. Voilà pourquoi la Goal Line technologie, ou encore l'usage de la montre, de la VAR, aide l'arbitre à prendre les décisions les plus correctes. Même si, malgré l'existence de toutes ces technologies, il y a toujours objet à contestation. Des problèmes. Mais moi, je me dis, Dixon, qu'il y a des erreurs qui sont acceptables. Parce qu'on a dit que se tromper est humain. Mais il y a aussi des comportements ou des décisions, surtout des décisions prises par les arbitres qui frisent la médiocrité. Vous sentez vraiment que non, l'arbitre a fait ceci à dessein. Il y a des buts qui sont annulés, il y a des hors-jeux imaginaires qui sont sifflés, pas parce que l'arbitre ne connaît pas, mais tout simplement parce que l'arbitre, fait à dessein. Justement, fait à dessein pour casser Charles, pour faire plaisir à Valdo. L'arbitre jette pratiquement un discrédit sur sa prestation du jour. Charles Massoudi, un mot sur... D'abord sur ce but qu'on a vu tout à l'heure.
Et l'ANEPS nous propose plusieurs actions. Je pense que... C'est comme si la plupart des actions, il y a toujours Renaissance. Oui, je pense que nous avons... Non, ça résume les 3 grands clubs. J'ai vu Renaissance, des Rings et 20 clubs. Ouais, nous avons tous remarqué que c'est le jour où cela s'est passé, pour les supporters de Renaissance, il y avait but, mais pour les supporters de 20 clubs, il n'y avait pas but. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait effectivement but après avoir recouru au ralenti. Un but qui n'accordera jamais une victoire. Voilà, exactement. Donc, je me dis que, Moukendi venait de le souligner tout à l'heure, parfois il y a des décisions qu'on peut prendre, on est obligé, l'arbitre est obligé de prendre la décision en une seconde, il doit dire s'il y a but ou pas. Mais ce qui fait aussi mal, c'est que parfois chez nous, cette pression, c'est vrai qu'elle peut être aussi ailleurs, mais il y a des matchs, avant que le match ne se joue, les discours dans tous les états-majors, c'est l'arbitrage. Les arbitres vont faire ceci. Et je m'imagine même, est-ce que dans la commission d'arbitrage, même quand on désigne les arbitres pour certains matchs, est-ce qu'on ne leur a pas dit, on ne leur prodigue pas beaucoup de conseils jusqu'au niveau de les déconcentrer. Quand vous suivez certains matchs, vous dites, même si je ne suis pas arbitre, sur cette action-là, je ne suis pas de cette façon. Vous verrez qu'il y a des matchs de derby, il y a des matchs considérés de haute tension, il y a des fautes flagrantes, mais on ne les siffle pas. Parfois, on craint, on se dit, si on sifflait, ça peut créer des tollés, ça peut créer de mécontentement de gauche à droite, et on se laisse aller. Et parfois, on arrive, et déjà quand on arrive à rater une action, des actions, et on sera obligé à un moment donné de pouvoir réparer, c'est en réparant qu'on énerve encore l'autre camp. Donc, parfois, je me dis que trop de précautions, ça tue la prestation. Voilà. Mais il y a oui, allez-y. Si vous permettez, les arbitres au Congo aujourd'hui, il y a une nette évolution. Il y a des arbitres qui font l'unanimité sur ces plateaux. Personne ne va me contredire aujourd'hui quand on va désigner un certain Jean-Jacques Ndala, par exemple. Ouais. Là, tous nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sortent du lot? C'est un problème parfois aussi des personnalités. Donc, pour vous dire qu'au Congo, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il y en a un bon nombre d'arbitres qui sont en train de monter en puissance, qui sont en train de faire asseoir l'image de l'arbitrage. Je pense qu'il y a la fille, malheureusement j'oublie son nom, de petite taille là. Oui. J'ai malheureusement oublié son nom. Ils sont là, ces arbitres-là. Ouais. Mais malheureusement, au niveau national, ils sont peu alignés, comme l'avait souligné d'ailleurs tout à l'heure Dixon Yala. Vous les verrez à peine un match sur 10. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Alors que sur la scène continentale, on a vu Ndala, pratiquement, il a été jusqu'en quart de finale de la CAN. Oui, c'est une grosse performance. D'ailleurs, je vais d'ailleurs le citer, Olivier Safari, contesté à tort et à cri ici. Ton ami personnel. Oui, ça c'est un ami personnel que je suis personnellement, il faut que je le dise comme ça. Mais il va à la CAN contester au pays, mais à la CAN, il atteint les demi-finales. Oui. Comment expliquer ça? C'est quand même un ça? contraste assez bizarre. Monsieur, pour terminer cette partie, je vois l'arbitre qui est sincère, loin de la corruption, mais qui remarque, ça c'est vraiment une fiction qu'on se fait là, un cas de figure, mais qui remarque que les deux équipes veulent chercher un match nul, où les deux équipes se sont déjà arrangées pour que l'une batte l'autre. Ça serait quoi la responsabilité morale de l'arbitre dans un tel match? Je commence par Moukendi. Bon, je l'ai... On connaît la réalité dans le football, hein, oui. Où vous avez l'équipe A qui appartient au papa, l'équipe B qui appartient au fils, ou encore deux équipes qui ont la même couleur, la même tendance, et les dirigeants... Je crois qu'il serait mieux d'aller directement au but, justement, avec le Maniema Union. Voilà, par exemple. Mazembe Don Bosco, oui. Dering Rangers. Ce sont des matchs, pour ne citer que ceux-là qui sont connus, pour ne pas parler des clubs Dauphin Noir et ainsi de suite. Alors, je le disais la dernière fois quand nous étions sur ce plateau, que les arbitres, je l'ai même souligné tantôt, doivent avoir une forte personnalité. C'est ce qui peut pousser un arbitre, même si ça n'est jamais arrivé chez nous. Nous assistons assez souvent à des matchs de complaisance, mais aucun arbitre n'a pris le courage un jour d'arrêter une rencontre sous prétexte qu'il y a complaisance, parce que quelque part, il a aussi peur de retomber. De l'après-match. Justement, de l'après-match. Parce que je le disais la dernière fois, qu'outre le rapport de l'arbitre, il y a celui du commissaire du match. Et généralement, c'est le rapport du commissaire qui compte le plus. Val doit parler de l'inspecteur. L'inspecteur, quel niveau il a?
Et même le commissaire, quel niveau il a, quelle maîtrise il a des règles du jeu. Parce que là aussi, c'est le problème. Il est arrivé là comment? Ouais. Ici, chez nous, parfois, on a du mal de voir que je suis issu de telle équipe. Demain, je suis commissaire au match. C'est cette équipe-là qui joue. L'équipe commet beaucoup de bévues qui peuvent m'amener à faire un rapport poussant ou amenant l'organisateur à infliger forfait à cette équipe-là. Parce que c'est mon équipe du cœur, je ne serai pas capable de le faire. Et assez souvent, c'est ce qui complique les arbitres. Parce que tous, on voit des matchs de complaisance, mais les arbitres ont aussi peur de prendre la décision. Match de complaisance en tant qu'arbitre, ça serait quoi, selon toi, Charles Massoudi? La décision, en principe, je suis arbitre, je constate, j'arrête le match comme le règlement l'autorise. Mais si nous revenons dans le contexte qui est le nôtre, en tout cas, j'aimerais quand même qu'on enlève les arbitres dans ces débats-là, parce que le match de complaisance chez nous, c'est en fait une antivaleur, mais qu'on a érigée en une valeur. Tout le monde sait que ces matchs-là existent, mais personne ne fait rien. Même avant que le match se joue, chacun peut se faire même une idée de ce que sera le match, mais après, on se rendra au stade pour vivre le théâtre, pour vivre ce scénario qui sera déjà monté d'avance. Donc je considère que demander à un arbitre d'arrêter un match comme celui-là, c'est comme quelqu'un qui demanderait à un ami de pouvoir scier l'arbre sur lequel il est assis. Donc l'arbitre, je trouve mal vraiment dans le contexte qui est le nôtre, parce que toutes les instances du football congolaises, les instances congolaises du football savent qu'il y a 2 matchs. Les noms ont été cités ici. On peut élargir la liste. Si ces équipes se rencontrent et dans telle situation, voilà le scénario qui sera vécu. Et même le championnat s'il reprenait, je l'ai dit aujourd'hui, peut-être que la vidéo sera gardée. Le match retour, par exemple, Maniema-Union et V-Club, tout dépendra de la position de V-Club. Ce sera déjà un match gagné d'avance par V-Club, quelles que soient les qualités de Maniema-Union. Donc, on se dit que, en tout cas sur ce plan, c'est vrai que l'arbitre devait prendre la décision, mais après, il a été désigné. Même ceux qui l'ont désigné savent que ça doit se passer comme ça. C'est supérieur à tous les niveaux, savent que les choses se passeront de cette façon. Et là, malheureusement, c'est l'arbitre que nous voyons en premier, mais il n'y est absolument pour rien. 30 secondes d'une question qui me vient rapidement à l'esprit. Tu auras le temps de rebondir sur la dernière question. Valdo, la VAR aujourd'hui, est-elle importante pour le football congolais? Oui, très important, mais malheureusement, dans la faisabilité, c'est très compliqué et très complexe. Merci. Déjà, la retransmission pose problème. Voilà. Ok. Valdo, S'il faut aller dans ce sens-là, oui, allez-y. Ne nous renvoie pas à la phase retour du championnat. Même la manche allait, les matchs Maniema-Union avec Club, il y a eu une action, c'était une insulte pour le football. Exactement. Cette action, une contre-attaque, oui. Arrivée près de la surface, Maniema-Union a retourné le ballon jusqu'au... J'ai crié comme un fou, j'étais à la tribune, j'ai crié comme un fou. Non, c'est du vécu déjà. Hein? Okay. Donc, c'est des choses, c'est insultant, même pour un arbitre. Vous vous retrouvez sur le terrain. Des fois, on s'est dit, l'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Mais l'arbitre se pose la question, est-ce que ces gens sont réellement venus jouer au football sur ces terrains? Ils devaient d'ailleurs déclarer forfait. La VAR importante, Jean-Didier Mukendi, pour le football congolais, ça aiderait quand même l'arbitrage, oui ou non? En tout cas, instaurer la VAR aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est ajouter 200% des problèmes. Parce que déjà, avec nos moyens qui sont limités, chercher encore de midi à 14h en ramenant la VAR, il faudrait vraiment 5 années d'apprentissage pour finalement amener la VAR en République démocratique du Congo. Charles Massoudi. Et si c'était un don, oui, pourquoi ne pas accepter? Si il arrivait que la FIFA nous offre un don de la VAR, oui, on va l'accepter. Ça va nous aider à régler certains problèmes. Merci. Si après, où trouver les moyens pour se taper Valdo, c'est là les rapidement, on a déjà des arbitres formés pour la gestion et le fonctionnement. Mais prenons les cas de ces matchs que vous avez illustrés, ces Renaissance V-Club, et que la VAR nous montrait que réellement il y avait but. Déjà, qu'au cours de ces matchs, on se souvient du tacle dangereux de Nzungu Mafana sur Jean-Marc Makusu, qu'il a renvoyé jusqu'aujourd'hui hors de terrain. Ça, c'est du côté V-Club. Côté Renaissance, Renaissance jouait en infériorité numérique. Pensez-vous que V-Club allait accepter une équipe qui jouait en infériorité numérique?
après avoir, la VAR intervient. Il y a eu but. après avoir blessé Ce match-là, son attaquant 100, vedette 30 minutes et de perdre récupération, encore le match. jusqu'à l'égalisation. Allez, merci à l'équipe technique, merci à nos chers journalistes d'avoir bien voulu discuter de ce sujet avec nous. La prochaine édition, c'est toujours sur vos 2 chaînes de télévision. Nous aurons le temps de parler d'autres sujets. Au revoir. Vrai coulon et Robin Malastad.